Alors, cette table ronde a pour titre Casse-tête ZAN, où et comment construire aujourd'hui. Alors, je sais que dans tous les débats aujourd'hui sur la ville, le ZAN, cet acronyme un peu barbare, est présent vraiment partout. Et c'est vrai que c'est une des thématiques de l'atelier, mais on parlera de situations urbaines beaucoup plus concrètes sur lesquelles travailler, notamment sur lesquelles les architectes peuvent travailler. Alors effectivement, ce ZAN, donc zéro artificialisation nette, issu de la loi climat et résilience, en vrai, il y avait déjà cette préoccupation-là sur notamment ce qu'on appelle la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, mais qui a eu beaucoup moins de succès que l'acronyme ZAN. Parce que aussi cet outil ZAN affirme de manière très claire, et notamment dans les différents projets de loi et arrêtés et en tout cas décrets qui vont le préciser, ce qui est affirmé, c'est qu'on doit vraiment changer nos pratiques d'aménagement. Et ça, changer une pratique d'aménagement, ça se fait pas comme ça. On en connaît tous les difficultés. Comment continuer à se développer sans s'étendre? Ça va être un peu au cœur du sujet, puisque on sait qu'aujourd'hui, toutes les difficultés opérationnelles de ne pas construire la ville en s'étendant, l'après-guerre s'étendre sur terre agricole, on avait et on a toujours tous les outils de l'extension urbaine, les outils de la pratique urbaine aujourd'hui, le bilan d'aménageur, le bilan de promoteur, le bilan d'investisseur, sont des pratiques qui sont liées à l'extension urbaine, sauf qu'on a les mêmes outils pour réparer la ville, construire la ville sur la ville. Donc ça, il y a un vrai enjeu aujourd'hui à faire évoluer tout ça, et les architectes peuvent, à mon sens, être autant créatifs dans l'espace que dans la formulation d'outils. Donc ça va être un peu au cœur de nos sujets. Pour cette table ronde, donc j'accueille une agence issue de la promotion 2022-2023 d'échelle 1, donc Valérie Dumont et Raphaël Zéphir, donc pour l'agence Dumont Zéphir, donc qui sont à ma gauche, tout de suite sur les deux premiers sièges. Donc l'agence Dumont Zéphir est une agence d'architecture et d'urbanisme qui va des études urbaines à la maîtrise d'œuvre, donc sur ce spectre assez large. Ils s'intéressent à des solutions qu'ils appellent territorialisées, et ils ont 10 ans d'expérience, on va dire, de pratique, en passant par plusieurs agences comme l'agence Aubras, Kobe ou Atelier Georges. Donc c'est une jeune agence, mais ce ne sont pas des jeunes architectes, vraiment. En tout cas, ce sont des praticiens expérimentés. J'excuse Shainda Line qui était malade hier, et vu la petite voix que j'ai entendue au téléphone, je lui ai conseillé de rester au lit pour se reposer, parce que quand on est malade, c'est un signe qu'il faut arrêter. Donc on va reprendre certains de ces éléments, notamment par l'agence Dumont Zéphir qu'elle devait vous présenter, mais voilà, donc je l'excuse. J'excuse une deuxième personne qui sera en retard, c'est Federico Diotato, qui est architecte et urbaniste et qui est docteur en architecture, qui est maître de conférences associé à l'ENSA de Nancy, mais qui enseigne aussi à l'ENSA Paris-Est et à l'université de Bologne. Donc c'est on va dire un enseignant-chercheur, mais qui a aussi une pratique à travers l'agence FAIR. J'accueille donc en poursuivant dans l'ordre que vous avez sous les yeux, donc Sarah Weiter, qui est géographe et urbaniste, qui est fondatrice de la société de conseil de la Friche au projet. Donc là aussi, 15 ans d'expérience dans le développement de montage de projets complexes. En gros, de transformation, de réparation urbaine. On est dans le thème de la table ronde. J'accueille aussi Zoé Rimbaud, qui est l'ingénieur de recherche de la chaire Transition foncière à l'ENSA Paris-Est, donc toute nouvelle chaire qui s'est créée en novembre dernier, en lien avec l'Institut de la transition foncière. Normalement, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est un des partenaires qui a créé cette chaire avec nous, l'école l'ENSA Paris-Est, avec le IVP, donc l'école d'ingénieurs de la ville de Paris, avec le soutien de la Fondation Gustave Eiffel. Donc cette chaire, elle cherche à développer une approche qu'on appelle l'approche sol vivant, c'est-à-dire que le foncier n'est pas une surface plane à bâtir, le foncier rend des services, a des fonctions écologiques, puisque le foncier c'est surtout du sol, et un sol rend des fonctions écologiques, et comment on peut aujourd'hui transformer en réparant ou en restaurant certaines de ces fonctions.
Zoé Rimbaud a une double formation en politique urbaine, mais aussi en sciences du vivant. Et donc, c'est ce qui permet d'être tout à fait pertinente sur ce sujet-là. Alors, cette table ronde va être en 3 séquences. Une première séquence plutôt sur les enjeux, où je vais demander à chacun de s'exprimer sur les enjeux justement de ce casse-tête ZAN et de comment aujourd'hui se développer sans s'étendre. Une deuxième séquence, on parlera d'exemples concrets de projets qui arrivent ou qui n'arrivent pas à sortir. Ça sera un petit peu tout l'enjeu. Et une dernière séquence sur la formation. On parle un peu de formation des architectes, mais pas que, je pense aussi des maîtrises d'ouvrage, des élus, des techniciens, enfin un coup global sur la formation. Ça sera la dernière séquence de cette table ronde. Première prise de parole, donc Raphaël Zéphir sur ces enjeux-là. Merci Mathieu pour la présentation. Je suis très content que ce soit toi le modérateur parce que on a quand même travaillé ensemble 5 ans et sur des sujets similaires ou identiques. Et donc c'est bien qu'on puisse en redébattre aujourd'hui. Donc moi je vais faire un peu une introduction un peu sur les enjeux de comment le ZAN est arrivé. Le but de cette table ronde, nous, c'était pas de remettre en question le fonctionnement du ZAN en tant que tel, donc pas les règles qui ont été établies, qui définissent les terrains qui sont urbanisables et urbanisés et considérés comme naturels, parce qu'il y a des débats sans fin sur ça, dans les articles de journaux depuis 2 ans, il y a toutes les semaines, il y a un nouveau avis ou une nouvelle lettre ouverte de publier. Mais plus revenir sur le principe même de ce ZAN, qui de toute façon va s'affiner avec le temps, mais dont l'enjeu était essentiel. L'urbanisation d'un département tous les 10 ans, le fait qu'on a c'est un peu comme l'a dit Mathieu, une politique d'aménagement du territoire très expansionniste, avec des formes urbaines qu'on connaît tous très bien depuis l'arrivée de la voiture. Donc les lotissements, le rêve pour beaucoup de Français d'avoir sa maison avec son jardin autour en totalité, voire piscinable sur 4 côtés, ce qui forcément amène à une occupation de terrain assez importante. Mais nous, il y a aussi d'autres sujets. On pense que les zones d'activité ont ce même phénomène de développement, avec notamment une vision en lotissement de la zone d'activité qui a souvent été un peu mise à l'écart de l'aménagement, enfin de la vision urbaine générale. Donc aujourd'hui, la politique a enfin fait le choix de limiter l'urbanisation, sauf qu'en fait, ça nous pose un peu des questions économiques qui bloquent. Enfin, le gouvernement actuel a un peu du mal à sortir de sa crise du logement, qui est aussi un peu qui est aussi une conséquence de la mise en place de la loi ZAN, puisqu'il y a moins de terrain avec un foncier peu cher, d'accessible et de constructible. Et donc on va essayer un peu là de débattre aussi autour de ça et de comment on peut réussir à se sortir de ça. Je passe la main à Valérie. Merci. Peut-être pour ouvrir un petit peu, donc, c'est vrai que le ZAN a fait pas mal de bruit ces derniers temps. Donc on a beaucoup entendu un petit peu le ZAN taxé de ruralicide, le ZAN réactivant fortement le clivage ville-campagne. C'est vrai qu'en tant qu'urbaniste, on a aussi le sentiment qu'il y a un changement de regard qui s'opère, dans le sens où on n'est plus là à questionner le dimensionnement, la dimension de la ville et sa capacité d'expansion, mais plutôt à l'inverse, l'espace qu'on laisse aux campagnes, aux zones agricoles, aux espaces naturels. Alors évidemment, il ne faut pas occulter le fait qu'il y a une inadéquation qui est ressentie par les maires ruraux, les petites collectivités avec ce modèle. Alors il y a un début de réponse avec la garantie rurale d'1 hectare, mais est-ce que c'est suffisant? Ça, on n'est pas encore apte à le dire. Et voilà, donc nous c'est un peu à l'agence des sujets qu'on a commencé à aborder, en s'intéressant justement à la façon concrète dont le ZAN peut s'appliquer sur des projets en zone rurale, en zone d'activité, voire même sur des terrains un peu en limite à la friction entre ces types de sols. Je ne sais pas si... Peut-être pour prolonger, je vais donner la parole à
à Zoé Rimbaud sur justement quand on parle de foncier. Donc là, vous les avez décrits, on va dire, dans une politique de développement urbain. Mais voilà, le foncier, le sol, un petit point là-dessus, Zoé. Oui, parce que ça me semblait important de rattacher cette discussion sur le ZAN à la question du sol aussi comme milieu, comme habitat écologique, même si on peut penser que les architectes ont beaucoup cherché à s'extraire, un peu à s'abstraire de la gravité en construisant vers le haut. Là, il s'agit aussi de revenir vers le sol, de revenir vers cette pesanteur. Voilà, ce qu'on défend avec la chaire transition foncière, avec l'Institut de la transition foncière, c'est un changement de paradigme, un changement de cadrage sur les sols qui serait plus seulement vu comme des sols fonciers, c'est-à-dire comme une surface en 2 dimensions, plus non plus vu seulement comme des sols supports physiques de construction, mais bien comme des sols vivants, comme des écosystèmes. Donc l'idée, c'est de passer d'une vision en 2 dimensions à une vision en 3 dimensions des sols, passer d'une vision des sols comme une ressource fossile à une vision des sols vivants, qui contiennent quand même 25% de la biodiversité de la planète. Donc 25% des espèces de la planète sont représentées dans les sols. Puis le passage aussi d'une vision un peu cadastrale du foncier à une vision des sols comme une continuité écologique qui n'a que peu à voir avec les divisions administratives. Donc comme Mathieu l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, c'est important d'avoir cette approche fonctionnelle sur les sols, c'est-à-dire que les sols, ils ont un certain nombre de fonctions. On peut parler des sols comme habitat pour la biodiversité, on peut parler de leur fonction de régulation du cycle de l'eau, de régulation des pollutions, de séquestration de la matière organique et du carbone, etc., ou de la rétention des éléments nutritifs. Ces fonctions, ils se traduisent en services écosystémiques, c'est-à-dire en services pour les populations humaines. Donc les services écosystémiques dont on peut parler, c'est évidemment la production agricole, la régulation des inondations ou bien du climat. Mais ces sols, ils sont aussi en danger. Selon l'Observatoire européen des sols, on a 70% des sols européens qui sont considérés comme dégradés. Donc il y a un certain nombre de menaces qui pèsent sur eux. Donc évidemment, là aujourd'hui, on va surtout parler de l'artificialisation. Mais les menaces qui pèsent sur les sols, elles sont plus larges que ça. Il y a la question des contaminations, il y a la question de l'érosion, des pertes de matière organique, des pertes de fertilité, des pertes de biodiversité. Donc c'est tout un ensemble de dégradations qu'il faut quand même prendre en compte quand on parle d'artificialisation. Et donc pour conclure sur le ZAN, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas de cadre réglementaire strict pour la protection des sols, au contraire de la protection de l'eau ou de la protection de la biodiversité, par exemple. Là, avec la loi Climat et Résilience de 2020, on a une définition de la fonctionnalité, de la multifonctionnalité des sols qui apparaît dans la loi, puisqu'elle précise que les fonctions hydriques, climatiques, biologiques et le potentiel agronomique des sols peuvent être altérés justement par l'occupation et par l'usage du sol. Donc c'est quand même un changement de paradigme qui vient s'inscrire dans la loi. Merci Zoé. Alors effectivement, quand on imagine un projet qui transforme un foncier, aujourd'hui les outils économiques de ce projet font qu'on regarde le terrain d'extension à travers, on va dire presque un triangle, c'est-à-dire quel est le prix de ce terrain, à qui il appartient et quel est le droit d'usage autorisé par les documents d'urbanisme, les règlements d'urbanisme qui permet de faire le projet. Sauf que dans ce triangle un peu, on va dire, opérationnel du projet, nulle part le sol n'est présent dans ses fonctions écologiques. Donc c'est vrai que l'enjeu, c'est de passer de cette vision, on va dire, du sol avec ses 3 dimensions d'un triangle à une vision à une étoile à plusieurs branches, puisque chaque fonction écologique des sols pourrait être totalement liée à une action de transformation. Un projet d'architecture peut très bien restaurer une fonction hydraulique, et elle le fait déjà, peut très bien faire de certaines zones, par la désimperméabilisation, une réserve de biodiversité, ou tout simplement recréer de l'agriculture dans des endroits où il y a du sens. C'est pas l'idée d'en mettre partout et de justifier l'extension urbaine par la création de surfaces agricoles. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent qu'aujourd'hui, on est un peu au bout d'un modèle à la peine opérationnel. Et c'est pour ça que j'aimerais entendre Sarah Wertheimer justement sur ce sujet-là, de manière concrète dans les outils mobilisés aujourd'hui, sur les difficultés et les enjeux sur ce sujet.
Oui, alors effectivement, alors, peut-être pour vous dire en 2 mots la fonction de la friche au projet dans les opérations, parce que sinon tout ça va paraître un peu hors sol, sans mots. Effectivement, géographe urbaniste, mais j'ai surtout passé 15 ans en maîtrise d'ouvrage privé au développement des projets immobiliers complexes, donc en gros chez des promoteurs. Au bout de 15 ans, ça m'a posé plein de problèmes et plein de questions. Je me disais, on met à la poubelle des projets parce que on considère qu'il n'y a pas le marché. C'est un peu la réponse toute faite. Et je me disais, mais quel dommage, toutes ces opportunités, tous ces potentiels qu'un promoteur, je suis passé chez plein de promoteurs différents, donc ils avaient tous la même réaction, tous ces fonciers sur lesquels on ne va pas, des fonciers repoussoirs. Il se trouve que moi j'ai créé donc de la friche au projet en 2020. À ce moment-là, je me suis dit, ce qui est important et intéressant, c'est de mettre au service des propriétaires de ces terrains repoussoirs un savoir-faire en termes de montage d'opérations pour les aider à comprendre quels sont les freins et donc les solutions à mettre en place pour que leur terrain ne soit plus repoussoir, qu'on ait envie d'y construire quelque chose et que ces terrains puissent finalement participer de la transformation de la ville sur elle-même, puisque justement ces terrains sont généralement déjà en centre-ville, sont déjà sur un des secteurs urbanisés. Il y avait des fonctions, mais ces fonctions sont devenues obsolètes et les terrains deviennent gentiment des friches, alors des friches commerciales, des friches universitaires, des friches hospitalières. On leur met plein d'adjectifs, mais en fait, ce sont à chaque fois des sites en déshérence. Et le nœud dans lequel on se retrouve à chaque fois, c'est qu'en fait, il y a des coûts de remise en état de ces terrains qui sont réputés supérieurs à la valeur que pourrait avoir le terrain s'il venait à récupérer de nouveaux usages. Et ces usages, finalement, ne génèrent pas suffisamment de valeur pour pouvoir financer le coût de remise en état. Et donc, ce travail d'estimation, ça repose sur les logiques du compte à rebours, qui sont la façon dont les opérations immobilières ou d'aménagement sont montées. C'est combien je vais pouvoir en tirer, combien ça va me coûter à construire, et donc combien vaut ce terrain. Et on se retrouve avec des valeurs de terrain qui sont parfois avec des valeurs négatives, donc concrètement des terrains qui vont coûter de l'argent pour être remis en service. Et donc, comment on peut faire pour que les valeurs futures puissent effectivement être suffisamment intéressantes et suffisamment rentables? Et donc tout ce long cheminement pour répondre à la question, que le véritable problème et donc là où il faut travailler les bons outils repose sur la question de la programmation et de la façon dont on réalise aujourd'hui les études de marché. C'est-à-dire que très concrètement, les opérateurs immobiliers ont aujourd'hui un certain nombre de produits immobiliers qu'ils ont l'habitude de réaliser. Ils vont regarder si ces produits immobiliers ont une valeur économique sur le terrain. La façon dont c'est fait, c'est concrètement, c'est quelles sont les transactions en cours, volume de transactions et montant de transactions, qui sont donc tous des projets qui ont été montés au bas mot il y a 3 ans, qui sont actuellement réalisés. On se dit, est-ce que ça génère suffisamment de capital, de cash flow pour pouvoir être intéressant? Si oui, je fonce, sinon, c'est hors marché. Et quel dommage. C'est-à-dire que concrètement, on a basé toute une opération sur une analyse basée sur le regard dans le rétroviseur d'opérations qui, aujourd'hui, ne fonctionnent pas. Donc, je me dis qu'effectivement, la clé du problème repose en fait dans une autre approche des études de marché, une approche qui repose sur les besoins réels du territoire et de ses acteurs. Ces études, elles sont plus difficiles à monter, plus longues, puisque ce sont des études beaucoup plus fines, au cas par cas, mais qui permettent à coût quasiment certain de sortir les projets, puisqu'en fait on a travaillé de manière itérative entre ce dont on a besoin pour faire sortir le projet et les besoins du territoire et des acteurs clés avec qui on définit ensemble des solutions pour faire transformer ces friches. Merci. Alors on arrive sur la séquence d'exemples et je recommencerai par en citer un parce que ce que tu racontes me fait penser à une situation totalement similaire et un peu absurde qui est arrivée dans une opération qu'on
qu'on a avec ma casquette Atelier Georges, qui s'appelle le premier inventé rural, qui est dans un bourg où on avait identifié des terrains avec chacun des élus, puis lancé comme un petit appel à manifestation d'intérêt à destination d'acteurs locaux pour construire du logement, mais pas que du logement aussi, de l'activité, en tout cas construire. Et donc sur un terrain en plein centre-bourg, entre la mairie et l'église et à côté de l'école, donc vraiment plein centre, les élus avaient écrit une volonté d'une opération urbaine d'habitat individuel plutôt dense, combiné, donc effectivement qui change du lotissement classique, avec une vraie volonté. Et tous les opérateurs privés qui ont essayé de porter cette opération nous disaient qu'en fait le marché n'existe pas et donc ils ne pouvaient pas avancer plus que ça. Et qu'on était complètement dans une impasse là-dessus. Donc cette approche plus fine, cette nouvelle approche de marché doit être menée. Et dans le même sens, pour aller un petit peu plus loin aussi, c'est que effectivement aujourd'hui, pour transformer, c'est des mètres carrés que l'on crée qui financent la transformation d'une opération, qui finance l'espace public, qui est financé par l'espace privé, si vous voulez, pour le faire un petit peu court. Et ça, c'est vrai qu'au sein de la chaire transition foncière et de l'Institut de la transition foncière, ces sujets de charge foncière verte, comment on peut avoir une rentabilité en restaurant, en recréant des cycles naturels ou des milieux naturels. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est des enjeux totalement de recherche opérationnelle aujourd'hui qui sont menés dans les écoles d'architecture, par exemple. Oui, donc Raphaël, sur les exemples. Je veux bien compléter un petit peu, Mathieu, excuse-moi. Sur ces sujets-là et sur les gisements fonciers, il y a la question de cette impossibilité économique entre les gisements fonciers qu'on arrive à trouver et le montage qu'on arrive à faire et les types de gisements fonciers qu'on a. Donc on a les friches, mais Shainda, qui n'est pas là, a fait une étude pour les Bouches-du-Rhône pour définir un peu quels étaient les enjeux qu'allait soulever le ZAN, et un peu la conclusion qu'elle avait de l'étude, c'était que la construction, le développement les besoins en logement des territoires sur lesquels allait s'appliquer le ZAN, en dehors des grandes métropoles, étaient en fait assez légères. Lorsqu'on prenait une petite ville moyenne ou un village, on était sur l'ordre de 20 à 40 logements, ce qui correspondait en fait à l'achat d'une parcelle de lotissement et de la construction d'un petit collectif sur cette parcelle par an. Donc ce qui n'est pas non plus des opérations très lourdes, mais aujourd'hui ça bute à ce que Mathieu soulevait à l'instant et Sarah. Et l'autre sujet que nous on a identifié, c'est les zones d'activité économique, puisque là du coup on a ces grandes parcelles et on va le voir un peu dans la partie 2, mais là on bute à d'autres enjeux qui sont macroéconomiques, de dynamique parfois même internationale, de grands groupes comment on dit, c'est commercial et de l'agroalimentaire français, enfin Auchan, Carrefour, Leclerc, la famille Mullier. Oui, c'est vrai que sur ces sujets de zones d'activité économique, ça fera partie des exemples qu'on va commencer à citer, mais effectivement, je sais que la Banque des Territoires a lancé simultanément plusieurs études pour doter les collectivités d'outils pour une meilleure connaissance de qui est propriétaire des terrains dans les zones d'activité économique, dans les villes, qui maîtrise ces terrains-là, puisqu'ils identifient que c'est le futur gisement demain de l'extension, de la réparation urbaine, de la transformation urbaine. Donc c'est vrai que ces zones-là commencent à devenir un peu sur le devant de la scène pour savoir comment elles fonctionnent, et il s'avère que des grands fonds ont déjà commencé à acheter certains fonciers, se positionnent sur des achats assez fortement, et la puissance publique est un petit peu en retard, à la traîne sur cette maîtrise foncière de ces zones-là pour pouvoir après les transformer soit en zone mixte, soit en les gardant sur des zones d'activité, mais par contre avec un travail de renaturation assez forte pour que l'eau puisse s'écouler, que les sols puissent s'exprimer et avoir toutes leurs fonctions. Donc pour commencer sur la séquence d'exemples, effectivement là je redonnais la parole à Sarah Weidheimer sur des exemples de montage qui fonctionnent ou en tout cas qui peuvent fonctionner à l'avenir. On commencera par toi, puis après on parlera peut-être plus de zones d'activité
Et on espère que Federico nous aura rejoint pour aussi, puisqu'il avait quelques exemples concrets à vous exposer. Alors du coup, sur les exemples, il y en a beaucoup, ils sont assez divers, mais j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est en ce moment même d'actualité, puisque c'est une consultation qui est organisée par l'agglomération de Strasbourg, l'Eurométropole, pour réactiver une friche qui est sur le point, un site qui est sur le point de devenir une friche. Oh, oui, non, c'est bon. Puisque Heineken. Mieux, oui. Puisque Heineken a annoncé son départ pour la fin 2025 et donc la collectivité s'est saisie du sujet et souhaite réactiver 12 hectares sur la commune de Schiltigheim, qui est donc une commune qui touche Strasbourg, et le terrain est situé en face de la mairie. Donc pour donner l'hypercentralité, on est à 10 minutes du centre-ville de Strasbourg. Ce site a un passé brassicole. La ville globalement est une ville brassicole puisqu'il y avait 6 grandes brasseries sur le secteur. Elles ont toutes fermé petit à petit. 3 d'entre elles étaient détenues par le groupe Heineken qui s'en va après les avoir rachetées et exploitées. Il s'en va parce qu'il y a d'abord un problème d'accessibilité et de logistique. Strasbourg est en train de changer globalement ses accès et la ville ne va plus pouvoir faire circuler tous les camions qu'elle a. Heineken, l'industriel, ne va plus pouvoir faire circuler tous les camions qu'il a à faire circuler. Donc le site devient inexploitable et pour autant la collectivité veut conserver une activité brassicole, puisque ils estiment que c'est ce qui fait la culture, l'ADN de la ville, et que si on ferme la dernière brasserie, la ville va perdre ce qui fait son identité. Donc j'ai été sollicitée. Là, pour le coup, je ne suis pas du côté du propriétaire, je ne suis pas du côté d'Heineken, je suis de l'autre côté. J'ai été sollicitée par un petit brasseur qui me dit, voilà, moi j'aimerais me réinstaller sur le site. Est-ce que vous pouvez m'aider à répondre? Évidemment, moi, j'ai pas du tout besoin de 12 hectares, mais est-ce qu'ensemble, on peut construire un projet crédible pour que je puisse faire partie d'un consortium qui rachète le terrain? Donc, on s'est lancé dans une aventure pour comprendre effectivement sur quelle économie repose le monde de la brasserie aujourd'hui en Alsace. Je vous avoue que je n'y connaissais rien, je n'aime même pas boire de bière, donc j'étais à des années-lumière de connaître leur réalité économique. Mais ensemble, il m'a expliqué effectivement ce vers quoi il voulait aller, ce que pourrait être sa brasserie dans 10 ans, à quelles conditions, quels étaient les acteurs qu'il fallait fédérer, et très concrètement, sur les 40 000 mètres carrés construits, on est capable de réactiver 15 000 mètres carrés avec une brasserie, un centre logistique, une distillerie, une école d'œnologie qui veut former à la biérologie, mais également un espace muséal et des espaces restaurants, cafés, beer garden. Donc on se retrouve en fait avec toute une économie qui est productive, touristique et culturelle pour redonner à cet espace la fonction, l'ADN recherché par la ville. Alors on n'occupe qu'une partie de la friche. Le travail doit se poursuivre pour aller chercher les programmations complémentaires, pour aller occuper les 40 000 mètres carrés et avoir une réalité économique qui permettra de satisfaire, bien entendu, les attentes du vendeur, Heineken, qui n'a évidemment pas dans l'idée de brader son terrain. Mais cet exemple, qui est work in progress, mais qui montre qu'avec des réalités de territoire, on est capable de construire tout un projet économiquement viable et d'un point de vue urbain évidemment qui fait sens, qui répond aux attentes politiques et qui permettra de transformer ce site sans que ça devienne effectivement un non-lieu pendant 10 ou 15 ans et où on nous explique qu'on est hors marché. Merci, effectivement cet exemple résonne avec beaucoup d'autres. Je pense que c'est assez emblématique. Je me rappelle aussi un exemple d'un Intermarché dans la petite ville d'Ussel, au centre de la France, qui
bien sûr, c'est toujours un peu la même chose. Les élus autorisent le déplacement d'Intermarché en périphérie de la ville pour qu'ils puissent s'agrandir, et en même temps déplorent le fait qu'Intermarché ferme au centre-ville, et donc avait lancé une étude de programmation, et par un travail avec la Chambre d'agriculture, avec l'ensemble des acteurs locaux, l'Intermarché tel qu'il était a été reprogrammé, une biscuiterie, un fumoir à poissons notamment pour les acteurs locaux, et puis aussi même un relais, je crois, avec la Chambre d'agriculture. Enfin, tout avait été reprogrammé en gardant le bâtiment tel quel avant qu'il puisse se faire transformer dans un deuxième temps. Donc ça, ce genre de choses, je pense que c'est tout à fait, l'avenir de reprogrammer sans avoir forcément l'échelle du vendeur qui rachète tout d'un coup et qui transforme, mais un travail plus de chirurgical, de reprogrammation très fine. Là-dedans, il y a un autre bon point aussi, c'est de maintenir l'activité là où l'activité était déjà là, ce qui est quand même l'un des enjeux assez majeurs qu'entraîne le ZAN sur nos territoires, c'est où on va pouvoir mettre nos nouvelles activités, où on va pouvoir les étendre sans et urbaniser des terres agricoles, ce qui pourrait toucher à notre autosuffisance alimentaire, et polluer des nouveaux sols là où on a des sols pollués qui sont compliqués à dépolluer pour construire et faire tenir des bilans opérationnels. Les exemples côté du Mont Zéphyr, l'agence. Du coup, j'enchaîne, Valérie. Donc, chez du Mont Zéphyr, nous, on a eu un sujet l'année dernière au lancement de l'agence, en pleine zone d'activité, et qui soulève, qui est à 2000% dans les enjeux ZAN, zone d'activité, et de cette position à la frontière entre le monde agricole et le monde un peu plus urbain, périurbain. Donc pour faire un petit peu d'historique, les grands groupes agroalimentaires ont eu une tendance très expansionniste sur ces 30 dernières années, en acquérant au fur et à mesure des années des terrains en bordure de ville, donc ce qui forme nos entrées de ville actuelles, qualifiées comme la France moche dans un article de Télérama que tout le monde connaît. Et cette logique a amené une vision un peu protectrice de l'économie de la part de ces groupes pour s'éviter toute concurrence. Ils cherchaient à acquérir tous les terrains limitrophes à leurs locomotives. Donc si je prends l'exemple de Auchan va faire son hypermarché, et puis après va faire en sorte de sécuriser sa zone d'activité en plaçant Decathlon, Castorama, non c'est Leroy Merlin, Decathlon, Leroy Merlin, Bricorama, Kaby, tout le groupe Mullier qui sont les propriétaires de Auchan sur les parcelles à côté de l'hypermarché. De cette façon, ils sont sûrs qu'ils vont pas avoir de concurrence un peu déloyale. Alors, on pourrait évoquer plein de petites guéguerres comme ça, l'arrivée des drives qui a permis à Leclerc de pouvoir mettre un petit drive à côté d'un Auchan, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on est plutôt face à un résultat où on a des terres non urbanisées, exploitées par des agriculteurs qui sont souvent locataires des terrains, qui payent Auchan pour avoir le droit d'exploiter les terres, parce que c'est Auchan qui a acquis les terres. Sauf qu'avec la loi ZAN et en fait une vision politique plus générale de non-urbanisation des terres agricoles, parce que le ZAN n'interdit pas de construire sur les terres agricoles. Le ZAN limite la construction sur les terres agricoles. Donc Auchan, techniquement, peut encore faire valoir son foncier, mais comme politiquement c'est maintenant mal vu de construire sur les terres agricoles, ils se retrouvent complètement emmerdés. Ils ont des quinzaines, vingtaines, trentaines d'hectares de terres agricoles qui savent pas vraiment s'ils vont pouvoir les urbaniser, ou ils n'ont pas de rentabilité économique dessus, ce qui reste le moteur de ces groupes agroalimentaires. Donc ils sont emmerdés. Et puis nous, notre commanditaire, il a bien compris qu'ils étaient emmerdés, ces groupes, et donc il est allé les voir et il leur a proposé d'augmenter la valeur économique des champs et de la culture qui était faite sur ces champs. Donc ils prônent un retour à une production agricole plus locale,
notamment de maraîchage, qui étaient historiquement, alors Mathieu, tu vas peut-être me contredire sur ça, parce que je pense que tu as plus de connaissances que moi sur ça, mais le maraîchage était quand même la culture agricole qui avait le plus aux abords de nos villes historiquement. Et donc ils prônent un retour comme ça à une agriculture plus locale, à plus forte valeur économique, qui est une forme d'agriculture urbaine, peut-être même périurbaine, mais qui n'est pas la vision high-tech qu'on a l'habitude de voir avec des immeubles où on fait pousser du basilic sous des lampes UV, qui est peut-être plus en adéquation avec le monde de demain. Le but, c'est d'après de réussir à revendre ces produits locaux au mieux dans un monde idéal au sein de l'hypermarché, mais sinon dans ce que eux ils ont décidé d'appeler un pôle agricole et alimentaire de proximité. À un moment donné, ils se sont aussi rendus compte qu'en fait ils savaient pas spatialiser tout ça, qu'ils avaient besoin d'un architecte, et on est apparu dans cette belle histoire. Donc on a des sujets dans la France entière. Et à chaque fois, on doit faire ce travail qui pour nous semble très intéressant, de couture entre un monde agricole et un monde peut-être plus urbanisé, et donc d'atténuer une rupture que pourrait se créer avec le ZAN de conflit entre la ville et la campagne, de retour un peu à cette vision faussement moyenâgeuse de la bonne ville et de la bonne campagne, là, le tableau très célèbre là, qui a, je sais plus où là. Oui. De Lorenzetti, les oui, c'est ça, merci. Bon et mauvais gouvernement. Ouais, c'est ça. Le bon gouvernement est dans la ville, le mauvais est à la campagne. Donc c'est surtout pas ça que Lausanne doit recréer. Donc on a un projet qui avance bien, qui est démonstrateur, qui est à Petite Forêt, donc c'est dans une commune de l'agglomération de Valenciennes. Où on aménage 14 hectares de terres agricoles avec un petit restaurant tiers-lieu fermier où on va retrouver des espaces de coworking, des espaces de restauration, des espaces de vente directe de producteurs qui complètent les 14 hectares de terres qui, elles, vont être aménagées en maraîchage majoritairement, avec une préservation des sols et une agriculture assez biologique et protectrice des sols, où on va éviter les engins, les tracteurs qui ont tendance à un peu dégrader les premiers centimètres de terre qui sont les centimètres les plus essentiels. Donc on participe aussi à ça en recréant des trames végétales qui disparaissaient, et on essaye de développer un bâtiment qui serait entièrement issu des matériaux qu'on peut trouver ou faire pousser au sein des champs. Donc les haies bocagères, on les imagine comme pouvant produire le bois qui permettrait de construire le bâtiment à un horizon un peu plus long terme. Les champs pourraient permettre de faire la paille qui permettrait de faire l'isolation, ou même la chaume pour faire la toiture. La terre qui serait excavée pourrait permettre de faire des cloisons intérieures. Donc on est dans un processus qui complète la vision de notre commanditaire, qui eux ils sont parfaitement dans le farm to fork, qui est le concept tenu par l'Union européenne, et nous on l'a un peu transformé en du champ au bâtiment, donc field to build, en cherchant à produire sur place ce qu'on pourrait construire. Voilà. Donc Federico est arrivé, Federico Diabato, qui va être notre spécialiste zone d'activité et qui va pouvoir nous remettre un petit peu d'historique dessus. Bonjour tout le monde. Désolé pour les retards. Mets bien le micro près, Federico. Bienvenue en tout cas. Merci Mathieu. J'ai vu que tu as pris un petit verre d'eau. C'est pas pour te... on est dans la séquence des exemples. On a parlé un petit peu des enjeux, ZAN, foncier, sol vivant. Donc Sarah a évoqué des sujets de montage sur de la reprogrammation qui permet d'envisager un avenir pour certains grands sites, notamment industriels, en tout cas de production. L'agence du Mont Zéphyr par Raphaël a raconté déjà deux exemples, et là c'est Valérie qui va poursuivre, hein, c'est ça, sur la suite d'un autre exemple, ou c'est terminé de votre côté?
Il a tout raconté. Très bien. Donc peut-être Federico, je t'ai présenté en introduction sur architecte urbaniste et docteur en architecture. Peut-être quelques mots sur ces questions de zones d'activité qui étaient au cœur de ta thèse. Oui, et de développement local, de sobriété foncière et de zones d'activité. Ouais, merci beaucoup Mathieu. N'oublie pas de mettre bien ton micro sur ton menton pour ça marche. Merci beaucoup Mathieu. Désolé pour le retard. En plus, je suis pas du tout sportif, donc j'ai couru pendant 45 minutes. Là, je suis absolument épuisé. Heureusement, il y avait le verre d'eau. Et le micro sur le menton. Et les micros sur le menton. On s'enregistre tout, on pourra pas t'entendre sinon. T'as tout à fait raison. Et donc oui, en effet, c'est une question que je trouve absolument très importante. La relation entre les sols et les activités productives, c'est quelque chose. Moi, je me suis occupé un peu des zones d'activité économique. Je pense qu'on les connaît toutes et tous. Hein. On a tous fait l'expérience d'une zone d'activité économique. On les connaît, c'est ces grands surfaces monofonctionnelles dédiées aux activités économiques et productives. Donc avec des grands parkings, avec ces surfaces des sols imperméabilisés qui font assez peur. Non et c'est quelque chose qui a un impact environnemental énorme. Il y avait un rapport du CEREMA qui disait que 25% des sols NAF, donc sur les sols naturels, agricoles et forestiers, étaient artificialisés par les sites de production. Donc c'est quelque chose qui a un impact énorme sur nos territoires. Et la chose que je trouve absolument étonnante de la part des architectes, des urbanistes, des paysagistes, que jusqu'à il y a quelques années, on ne s'occupait pas de cet outil. Donc on le laissait un peu comme un oublié, non, de la planification. Pourtant, les conséquences environnementales sont énormes, les conséquences sociales aussi sont très importantes. Là, on a passé 3 jours avec des rencontres RPS à l'école, organisées entre autres par Mathieu, et c'était des sujets quand même d'un après-midi. Parler de ces luttes sociales qui se sont formées contre des projets d'extension, d'aménagement des sites d'activité économique et productive. On a parlé du triangle de Gonesse, on a parlé de la ferme des Bouillons, on a parlé des zones d'activité à Nantes. Donc voilà, je voulais souligner cette importance. D'un côté, l'impact environnemental, de l'autre, l'impact social, qui vont ensemble. Et que cet objet était très peu étudié dans les sciences de l'urbanisme et très peu abordé par nous en tant qu'architectes et concepteurs donc, du territoire. Moi, je trouve qu'une des raisons, c'est intéressant qu'on se pose un peu la question pourquoi on l'a si peu traité. Déjà, je pense qu'on l'a considéré pendant longtemps un outil d'économie, donc pas comme un outil d'aménagement du territoire, mais vraiment comme un outil d'économie, donc de rendre le plus possible productifs des sols. Et ça crée une relation assez étonnante entre les sols et l'activité productive. On considère ces sols comme des surfaces passives de lesquelles la seule fonctionnalité est celle de rendre la productivité, la valeur donc de cette productivité, la valeur économique la plus importante possible. Et ça, c'est quelque chose que si on retrace un peu une historique, si on va un peu de l'histoire de l'économie, c'est quand même assez intéressant parce que ça n'a pas toujours été le cas. Les sciences économiques, notamment en 1750, avec les physiocrates, considèrent les sols comme source de toutes les richesses. Et donc les physiocrates, c'est une école d'économie qui se développe en 1700 autour d'une figure très importante qui est celle de François Quesnay. Et ils considéraient vraiment la valeur, la qualité de ces sols qui pouvaient augmenter la production. Donc ça, c'est quelque chose qui, au cours des siècles, avec l'avènement de l'industrialisation, avec le capitalisme, a complètement changé. Donc, des sources de toutes les richesses, les sols commencent à être considérés comme une marchandise, comme donc quelque chose qui doit avoir une seule fonction, celle de constituer un capital et de la valeur. Déjà en 1800, il y a des économistes qui se rendent compte de ça. Si nous on fait une relecture du Marx écologiste, on retrouve que déjà Marx dans le Capital, donc on est en 1886, il dit que le capitalisme détruit toutes les sources de richesse, d'où jaillissent la richesse, donc la terre et les travailleurs. Donc c'était quelque chose dont les économistes étaient bien conscients déjà à l'époque, mais par la suite, l'économie devient de plus en plus une science hors sol. Et nous, on hérite de cette science hors sol. Et c'est ça où je trouve que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Arriver à comprendre comment, en quelque sorte, on peut reterritorialiser, nous, en tant qu'urbanistes, on peut spatialiser cette reterritorialisation de l'économie.
Bien évidemment, il y a eu, l'histoire de l'économie est très longue, en 100 ans, 1000 choses ont changé. Ici en France, on a une école d'économie qui a essayé vraiment de reterritorialiser l'économie avec les gremi, etc. En Italie aussi, on a eu ça. Mais je trouve qu'il y a une vraie difficulté encore de sortir de ces paradigmes, non, et d'arriver à spatialiser cette reterritorialisation. Voilà. Et c'est vrai que les cours d'économie urbaine sont inclus dans la formation à l'école d'architecture de Paris-Est. Ça commence pas en licence, mais j'aimerais bien que ça commence à ruisseler jusqu'à la licence. C'est plutôt au niveau master, mais c'est vrai que l'enseignement de l'économie et de l'économie urbaine est important, je pense, pour un architecte, pour qu'il puisse dialoguer, puisque c'est une œuvre collective, avec l'ensemble des grands mécanismes qui font la commande et qui font les équilibres financiers, pour qu'il ne reste pas de projets en souffrance, mais des projets vivants qui s'activent. Federico, sur les exemples concrets de mutation, je crois que tu avais des choses à nous dire là-dessus. Donc, merci Mathieu. Donc oui, en effet, depuis quelques années, on se rend bien compte de combien cette question est devenue d'actualité. Ça, moi, je pense qu'il y a eu un tournant quand même avec les consultations du Grand Paris. Si on se rappelle les discours d'inauguration du Grand Paris de la part de Nicolas Sarkozy, donc le président de la République, il nous disait il faut en finir avec les zones, il faut retourner à la mixité. Et il y a en effet des projets qui se sont occupés de ça. Moi, je trouve un des projets que je trouve les plus pertinents est celui de Secchi Vigano, donc de Paolo Vigano et de Bernardo Secchi, qui essaie vraiment de travailler avec il construit un drawscape, donc il prend toutes les zones qui sont pour l'instant dédiées au parking, essaye de reconstruire une armature à l'échelle de l'Île-de-France. Donc ça, c'était particulièrement intéressant. Il développait toute une série d'exercices aussi pour voir comment on pouvait les densifier, tout en gardant un impact carbone à zéro. Donc c'est quelque chose qui était fait en 2009, je pense, donc c'était très précurseur de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà, les Italiens sont toujours précurseurs, on le sait. Après, il y a eu bien évidemment les projets aussi d'équipes françaises, comme celle des Jean Nouvel, de lesquelles il y avait aussi Michel Devigne, qui travaille beaucoup sur la mixité des saisons d'activité. Et après, il y avait ce projet de loi lisière de la part de Michel Devigne, que je trouve d'être de grande actualité encore aujourd'hui. Il y avait les groupes Descartes, je pense, très liés à l'école de Paris-Est, donc qui aussi travaillait sur, il voyait comme source de foncier disponible les surfaces des parkings. Ça, c'était aussi une autre expérience intéressante. Et après, par la suite, on le sait, il y a eu 2 sessions d'Europan, les 14 et la 15, sur la ville productive, qui ont mis à l'honneur cette question des sites d'activité, surtout en retournant à un concept de ville productive, donc en retournant à la ville. Ils ont proclamé la fin du zonage. Moi, je me souviens de cet article sur l'architecture d'aujourd'hui qui disait la fin du zonage à la suite des consultations européennes, donc du concours européen, et notamment les concours européens 15. La question des zones d'activité était très très présente, et je pense avec des projets de grande qualité de la part des équipes lauréates. Et par la suite, on le sait, les PUCA ont commencé toute une série de conférences sur la ville productive, en mobilisant vraiment une volonté de faire une recherche-action. Donc, voilà, avec des cas, des expériences concrètes, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a des équipes, des agences qui structurent leur propre activité autour de ces sujets. J'ai peut-être aussi nos collègues ici, ils travaillent ça. Je sais qu'à Télégeorges, vous aussi, vous travaillez sur ça, de façon extraordinaire, évidemment. Et après, il commence à sortir toute une série de concours qui travaillent sur ça. Oui, donc effectivement, on arrive sur la dernière séquence, sur l'enjeu de formation, et pour réparer, transformer, recycler des lieux de vie, puisque si on parle plus de foncier avec la dimension sol vivant, juste des lieux de vie, l'enjeu c'est quelle formation en école d'architecture pour les futurs architectes. Quels sont les futurs métiers d'architecte? Parce que c'est pas seulement des maîtres d'œuvre, ça peut être aussi des maîtrises d'ouvrage, ça peut être aussi des assistants à maîtrise d'ouvrage, tous ces enjeux-là, et aussi des enjeux plus de formation des élus, des techniciens stratégiques dans les collectivités. C'est vrai que l'enjeu pour les écoles d'architecture aujourd'hui, c'est de diversifier leur public pour que l'architecture soit une solution à la transition et l'affirmer
parce que l'architecture, c'est quand même une des disciplines qui prend la complexité du monde et qui en crée des lieux habités, habitables, et où on a le désir d'y habiter, en tout cas. C'est une des volontés, et c'est vrai que ça, c'est important, et elle peut pas le faire sans les urbanistes, les paysagistes, les géographes, la politique, de l'économie, on vient d'en parler. Sur ces enjeux de formation, peut-être un témoignage, vous, architecte, donc Valérie, Raphaël, la question en école d'architecture, quelle formation vous auriez pu avoir et que vous n'avez pas eu dans votre pratique professionnelle? Qu'est-ce qui vous manquerait, par exemple? Alors c'est vrai qu'en préparant cette table ronde, on s'est fait la réflexion. Bon, nous, on a fait nos études, on est diplômés il y a un peu plus de 10 ans maintenant, mais qu'en fait, pendant 5 ans d'archi, et nous on a fait en plus un DSA architecture urbaniste à la suite, on nous a formés à construire du neuf. Pendant 5 ans d'archi, on a fait des projets de logement, d'équipement, etc. À aucun moment on a été confronté à des projets de transformation, de réhabilitation. À Paris, il y a un master qui aborde ce sujet de transformation. Le master transformation, d'ailleurs, c'est son nom. Mais voilà, ça reste quand même assez marginal. Alors, on a l'impression, bon, nous, on enseigne un peu ponctuellement en école d'archi, aux ponts et chaussées, à l'Institut d'urbanisme. Donc, on a l'impression que ponctuellement, ça commence à évoluer un peu. Mais que quand même, globalement, la formation initiale, elle reste centrée sur la construction neuve. Un autre angle mort, c'est quelque chose qu'on n'abordait pas du tout en école d'archi, c'est toutes ces missions un peu amont, préopérationnelles, et qui nous, en fait, sont un peu des missions qui sont, je pense, à 50% voire plus des commandes qu'on peut avoir à l'agence. C'est ces missions d'AMO, d'assistant à maîtrise d'ouvrage, où en fait on va intervenir en préopérationnel, on va accompagner des petites communes, des petites collectivités. C'est toutes ces petites études de revitalisation de cœur de bourg, par exemple, où en fait on intervient pour accompagner la commune dans la définition des futurs cahiers des charges pour la maîtrise d'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas du tout dans les écoles d'archi, toutes ces missions d'AMO. Et il faut prendre conscience, en tout cas nous avec l'expérience on s'en rend compte, on a énormément de poids en tant qu'AMO auprès des collectivités, que ce soit les petites communes, les plus grosses collectivités, les aménageurs. On peut vraiment avoir un poids sur des décisions politiques, et peut-être plus que le poids qu'on peut avoir ensuite en tant que concepteur quand on développe concrètement le projet. Et il y a tout un tas de missions auxquelles on a accès en tant qu'architecte urbaniste. On va faire par exemple de la concertation. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on aborde en école d'archi. Bon, là, ça sort un peu du cadre du ZAN, mais par exemple, toutes ces notions de revitalisation, requalification de cœur de bourg, en fait, c'est directement lié au ZAN parce que, de fait, si on n'urbanise plus les terres agricoles, va y avoir un vrai enjeu à redensifier, retrouver de l'activité, du logement dans des cœurs de bourg. Donc voilà, nous, c'est un petit peu tous ces types de missions qu'on n'a pas du tout abordé en école d'archi. Au DSA, un peu plus, mais... Bon, c'était le DSA d'il y a 10 ans, hein, donc vous n'étiez pas encore passé dedans et changé un peu les normes. Donc non, et puis dans cette continuité, mais je pense que Sarah pourra en parler, il y a les questions de bilan d'aménagement aussi, qui sont quand même assez essentielles, vu que c'est ça qui rend une opération faisable ou pas. Donc ça, c'est quelque chose que toi, Mathieu, tu as introduit un peu à Marne, mais qui n'est pas très présent dans les autres écoles. Alors comme je ne suis pas architecte, je ne sais pas ce qu'on apprend dans une école d'architecture, donc je ne sais pas ce qu'il y manque. En revanche, que ce soit du côté de l'architecte comme du côté du maître d'ouvrage, il y a une méconnaissance terrible du métier de l'autre, et pour autant on travaille ensemble. Donc je suis rentrée dans l'association AMO, architecture et maître d'ouvrage, avec cette conviction qu'en se connaissant mieux, on travaille mieux et que le projet n'en sera que meilleur. Alors c'est peut-être un peu naïf résumé comme ça, mais je pense quand même que ça marche. Et effectivement, la question du bilan de l'opération, il n'est pas fantasmé, sacralisé ou détesté, mais simplement regardé droit dans les yeux, et que tout le monde l'a compris, on s'en porte évidemment beaucoup mieux. Moi, j'ai plein d'exemples où j'avais une opération qui tournait difficilement, avec un coût de travaux qui était évidemment jugé trop faible par ma maîtrise d'œuvre. Et je me souviens très bien avoir appelé mon archi un soir en lui disant: écoute Nico,
faut vraiment que tu t'y tiennes. Je suis hyper serré. Et je lui ai déroulé mon bilan et il m'a dit écoute, ouais, je vais t'aider. C'est la première fois qu'on me fait confiance, qu'on me parle du bilan. Donc ouais, on va y arriver. Et je me dis, c'est ce petit exemple tout bête, mais c'est vraiment sur cette approche et cette démarche qu'on peut progresser. Et puis sur la question de la formation, alors mauvais élève, je ne savais pas qu'on allait finir là-dessus. Je l'ai appris il y a 3 minutes avant qu'on démarre. Moi, ça m'a fait penser à la question de la formation continue parce que on travaille sur là en ce moment, on parle d'un sujet qui est quand même nouveau pour beaucoup de professionnels qui ont été formés il y a 10 ans, c'est pas beaucoup, qui ont été formés il y a 20 ans ou 30 ans et qui évidemment on est très loin des pratiques qui ont été les leurs. Qui sont les nôtres. Je vois pas pourquoi je m'exclus. Voilà, moi j'ai été formée. Je suis sortie en 2007, moi de l'école, donc c'est encore plus vieux. Et donc, si on veut changer collectivement notre façon de faire, il va falloir que les professionnels d'aujourd'hui remettent en cause leur façon de travailler, et pour ça qu'ils se reforment à d'autres outils, à d'autres façons d'aborder les sujets, et ça passera par la formation continue. Qui est un enjeu dans les écoles d'architecture aujourd'hui, notamment. Zoé Rimbaud. Oui, peut-être. Je voulais ouvrir aussi à cette question de l'interdisciplinarité dans les écoles d'architecture. Donc, je suis pas non plus architecte, mais c'est vrai que sur ces questions d'aménagement où l'environnement il a quand même une place très importante. Voilà, faut pas oublier quand même l'importance des sciences du vivant et de l'enseignement des sciences du vivant dans les écoles d'architecture et dans les disciplines de projet de manière générale. Nous, à la chaire Transition foncière, alors on est plutôt axé recherche que formation pour l'instant, mais on travaille beaucoup sur cette question du transfert de recherche, du transfert de connaissances, etc. Et ça nous semble vraiment crucial de travailler sur l'articulation entre disciplines de projet, donc architecture, paysage, urbanisme, sciences de l'environnement, donc notamment pédologie, puisqu'on parlait des sols, écologie, agronomie, et puis bien sûr aussi les sciences humaines et sociales qu'il faut pas oublier, et notamment on a pas mal parlé d'économie. Cette question de l'interdisciplinarité, on peut aussi l'évoquer avec par exemple la question du double diplôme de l'école de l'ENSA Paris-Est avec l'école du paysage de bois, l'idée de réussir à former des professionnels à la fois de l'architecture et du paysage qui réussissent à avoir ce regard transversal, ce regard un peu général sur à la fois le bâti et le non bâti, l'environnement. Et voilà, peut-être un mot sur le fait que les concepteurs ont quand même, en tant que personnes qui conçoivent les projets et qui ont cette capacité aussi à dessiner, à représenter à la fois l'existant et le projet, il y a aussi une forme de responsabilité de se tenir au courant aussi des questions environnementales et des grands enjeux environnementaux qui régulent, on va dire, l'habitabilité terrestre, que ce soit les enjeux relatifs au sol, mais aussi à la biodiversité, au climat, au cycle de l'eau, au cycle des éléments nutritifs. Et donc, évidemment, les architectes ne peuvent pas avoir une maîtrise absolue de ces sujets, mais c'est important de réussir à travailler l'interdisciplinarité pour avoir un langage commun et réussir à échanger entre scientifiques spécialistes du sol ou de la biodiversité et architectes concepteurs. Oui, donc je suis complètement d'accord avec ce que Zoé vient de dire. Je pense que déjà sur les doubles diplômes que l'école de Paris-Est fait avec l'école de Blois, pour avoir eu la chance d'y participer et d'y enseigner, je trouve que c'est une formation extraordinaire, vraiment de très haut niveau, et c'est vraiment vers où on devrait aller. Parce que je pense qu'il faut décloisonner l'architecture à un moment donné. Il faut se souvenir qu'à la base même, je pense à l'urban planning, non? Je pense à un des maîtres de l'urban planning, Patrick Guedes, c'est une figure qui m'a toujours beaucoup charmé. C'était quand même un biologue, sociologue, économiste, géographe, et c'est tout ça qui fait la planification du territoire, les projets de territoire. Donc, il faut vraiment, selon moi, aller vers pas seulement l'interdisciplinarité, mais vraiment arriver à une adisciplinarité, non? Aller dépasser ces limites, ces frontières entre les disciplines. Et vraiment concevoir notre travail en tant
qu'architecte comme vraiment un travail qui va au-delà de ça, hein, vraiment qu'on travaille sur les projets de territoire. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Il y a ces doubles formations, par exemple, qui fait l'école de Paris-Est, qui va vers ce sens-là, chose que moi je trouve extrêmement intéressant et important. Après, pour mon expérience personnelle, donc il y a quelques années, je m'étais rendu compte un peu du manque d'enseignement sur ces sujets que je considérais être quand même très important, notamment des zones d'activité économique. Et avec une collègue, je pense maintenant ça fait 5 ans, une collègue qui s'appelle Emmanuelle Laroule-Deval, on avait choisi de proposer à l'école un cours optionnel obligatoire, un COO. Voilà, c'est un nom assez drôle, je trouve, de lesquels on proposait d'aller vraiment donner les outils aux étudiants pour comprendre et pour pouvoir agir sur ces territoires et ces objets. Parce que je pense que d'un côté, il faut que nous formions des architectes, donc des professionnels qui ont les outils pour agir sur les territoires, et de l'autre, qui on lui donne la possibilité de prendre une position, donc de former aussi des citoyens. Et donc le but, l'objectif de cours était vraiment ça, ça s'appelle La Zone, existe encore et encore à l'école. Je pense peut-être Raphaël l'avait suivi à un moment donné, ou Valérie, l'année dernière en vision. Et donc la volonté, c'était une première partie du cours dans laquelle on s'interrogeait sur un peu une historique du rapport entre la production et les territoires et les sols, une deuxième partie plus analytique, donc sur les outils et comprendre l'impact que ces outils ont sur les territoires. Et après, une troisième partie beaucoup plus prospective, de laquelle on allait analyser les projets qui étaient en cours, et tout ça avec des intervenants qui nous permettaient d'élargir un peu nos champs disciplinaires et champs des compétences. Donc c'est quelque chose que je trouve marche très bien à l'école de Paris-Est, parce qu'il faut se rappeler quand même que donne l'idée de l'école de Paris-Est, c'est une école d'architecture de la ville et des territoires. Donc ça, c'est quelque chose que je pense reste de l'héritage de cette école et que j'espère que dans le futur va être encore plus poussé. Alors avant de passer la question au public, il y aura un micro qui va circuler. Peut-être Zoé, justement, il y avait une petite ouverture. Si jamais tu... Oui, peut-être une petite conclusion sur les sols pour revenir un peu à cette question des sols. C'est vrai que dans le ZAN, on parle beaucoup des sols avec une logique assez quantitative. On a parlé de cette distinction entre surface artificialisée, non artificialisée, renaturée, avec une espèce de dichotomie comme ça. Voilà, je voulais aussi souligner l'importance de développer aussi une approche peut-être plus qualitative des sols et de la qualité des sols avec différents degrés de dégradation. C'est-à-dire qu'en dehors de l'artificialisation des sols proprement dite, il y a aussi tout un ensemble de dégradations des sols qui sont envisageables et qu'il faut prendre en compte. Mais pour pouvoir qualifier l'état des sols, il faut bien sûr des outils, il faut bien sûr des indicateurs. Et c'était aussi pour reboucler avec cette question de la formation. La construction d'outils et d'indicateurs, elle est absolument cruciale, mais elle nécessite d'échanger, d'avoir cet échange pluridisciplinaire entre à la fois scientifiques, spécialistes de l'aménagement, concepteurs, etc. Voilà. Merci à tous et à tous. On prend vos questions. N'hésitez pas à lever la main et au moment de la prise de parole de vous présenter succinctement. S'il y a des questions, bien sûr. Oui, une question là-bas. Est-ce que ça marche? Faut peut-être regarder juste on, off. Voilà. Là, c'est bon. Bonjour, donc Claire Bach, je suis chargée de la recherche chez Uni-Architecte et je voulais vous interroger plus spécifiquement. Vous avez parlé de la formation continue parce que voilà, donc on est une agence, on est pas mal de collaborateurs et il y a toujours cette question où est-ce qu'on trouve du temps. Alors aussi pour les petites agences, où est-ce qu'on trouve du temps pour se former, pour prendre le temps d'aller, par exemple, à des colloques, à des conférences, parce que on parle de formation continue. En fait, est-ce que vous allez chercher les gens? Est-ce que c'est les gens qui viennent à vous pour cette formation continue? Et comment, en fait, on oblige les gens à se former, mais il y a quand même cet enjeu pour l'architecture et même plus largement, mais de savoir de quoi on parle et d'avoir toute cette sensibilité. Voilà. Merci. Et merci beaucoup pour votre table ronde aussi. Alors, nous, en tant qu'architecte, on a une obligation à la formation. Alors, je comprends que la question, c'est comment on arrive à le rentrer dans un planning de semaine plus classique.
Et donc, Mathieu, il m'a tendu le micro, mais je veux lui retendre. Parce que en tant que directeur de Marne, je pense que tu as sûrement... Et en plus, tu gères aussi une agence qui a beaucoup de salariés. Donc tu sais bien ces questions de planning. Voilà. Alors la formation continue, c'est un des axes, je pense, d'avenir dans les ENSA, dans les écoles d'architecture à l'échelle nationale. Hein. Et de manière générale, sur des questions de transition, c'est un des axes majeurs de la transformation. Donc, pour le moment, on reçoit des demandes en école d'architecture qui sont très ciblées sur des sujets opérationnels, de matériaux. On a beaucoup de demandes sur les matériaux, de mise en œuvre des matériaux bio et géosourcés, par exemple. Et donc, c'est une entrée, on va dire, technique. Et ensuite, on a eu, depuis déjà quelques années, qui étaient un petit peu timides, mais certaines semaines thématiques qui étaient ouvertes au-delà à la formation continue. Et on avait 1 ou 2 auditeurs par an. Donc effectivement, je pense que trouver le temps de le faire est un véritable enjeu. Et donc la formation continue demain, je pense, en école d'architecture, c'est à la fois, je pense, élargir de la solution technique à la culture architecturale, urbaine et territoriale, et de créer des moments, comme ici, par exemple, on aurait très bien pu coupler ces 2 jours de festival avec une demi-journée de formation continue, certifiante, intégrée dans un programme pour se revoir, par exemple, aux prochaines conférences de l'école sur différentes thématiques, et à chaque fois, une fois que vous êtes là, passer à avoir une formation. Donc je pense que le couplage, on va dire, événementiel, débat public avec la formation continue sera une des clés pour qu'il y ait à la fois un public qui prenne du temps, parce que voilà, vous venez débattre, voir un petit peu les sujets qui avancent ou qui reculent, mais en tout cas qui avancent, et en même temps pouvoir venir vous former. La formation continue aussi, je pense que c'est important de cibler les publics et de les croiser également. Quand on rentre dans un cycle de formation continue, c'est aussi tout le réseau des rencontres que l'on fait pendant ce cycle de formation continue, et donc de pouvoir coupler par exemple des maires, des techniciens stratégiques, des GS, directeurs de services techniques, mais aussi des agents de l'État, des praticiens, architectes, urbanistes, même des enseignants. Je pense que c'est important de former nos enseignants. Trouver l'alchimie qui fait qu'ensemble, il y a peut-être une solidarité ou en tout cas un effet promo qui puisse se faire, créer des fois des bonnes pratiques qui circulent de l'un en l'autre. Et là, c'est un enjeu de cibler les publics. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Hein. On y travaille à l'école, et on y travaille aussi au sein du collège des directeurs de l'ensemble des ENSA, et en lien avec le ministère aussi, hein, qui nous aide à structurer cette formation continue. C'est un des enjeux demain, je pense, parce qu'il faut qu'on accepte d'apprendre. J'en discutais la dernière fois au forum Europan, où des enjeux en disant comment Europan arrive à continuer à la fois faire ce lien entre des commandes concrètes de maîtrise d'ouvrage, des élus qui se posent des questions, et une jeune génération qui ont des solutions. Il faut qu'on continue à prendre pour que ça débouche sur des projets faisables économiquement, opérationnels, et puis même transformer certaines lois, certains modèles économiques pour pouvoir y arriver. Donc, faut pas tout mettre sur le dos de la formation continue, mais en tout cas, je pense que c'est une pierre pour y arriver, et je pense que c'est vraiment essentiel. Je voulais... Si je parle moi de ma propre pratique, j'ai évidemment pas le temps de retourner à l'école, mais parce que mes journées n'ont que 24 heures, et être à la tête d'une société, avoir une famille, des enfants, c'est pas possible. Mais en revanche, le fait de croiser les publics, ça se conjugue, ça correspond aussi à beaucoup de groupes de réflexion qui existent. Je pense évidemment à l'AMO dont je parlais tout à l'heure, mais Club Ville Hybride et tant d'autres, les cercles d'aménageurs, etc., et qui ont tous évidemment la volonté assumée ou non d'être en fait un cercle de rencontres entre professionnels pour développer l'activité de chacun, faire du business,
mais aussi et surtout que ça repose sur le fait de progresser collectivement, de croiser les regards, de mettre en lumière les dernières pratiques et les derniers sujets de réflexion. Et c'est un moyen qui, je pense, allie facilement l'utile à l'agréable, puisque ça permet ou l'utile à l'utile, je sais pas, ça permet de faire ça en plus d'une activité professionnelle. Et l'autre biais quand même, je trouve que sur les réseaux sociaux, et je pense à LinkedIn, mais il y en a d'autres, il y a énormément de podcasts qui circulent. J'imagine que la conférence qu'on mène aujourd'hui va être diffusée, et typiquement des auditeurs peuvent l'écouter en faisant leur footing demain matin et se dire tiens, j'ai appris ça, c'est intéressant, j'ai envie de creuser, on a parlé de telle expérience, je vais aller faire une recherche complémentaire. Et je pense que ce sont des choses qui prennent pas beaucoup de temps et qui permettent finalement de rester éveillé et rester curieux en continu. Moi, je pense que ça, c'est vraiment très important. Après, c'était juste pour dire, il existe des dispositifs pour pouvoir faire de la recherche, même si on est salarié dans une entreprise. Il y a par exemple les chiffres. Il y a beaucoup d'agences qui proposent des contrats chiffres. Donc, c'est pas une formation continue. C'est la possibilité, par contre, de pouvoir entrer dans un parcours vraiment recherche avec une thèse. Et ça, c'est quelque chose que je pense pourrait être très intéressant si quelqu'un souhaite continuer à réfléchir sur certains thèmes en lien avec l'université ou une école. Merci. Une question qui était par là, c'est ça, Hélène? Non, c'était peut-être un complément, Hélène Fernandez, donc directrice en charge de l'architecture au ministère de la Culture, sur la formation continue, parce que d'abord, pour se rassurer, mais c'est peut-être un peu inquiétant, quels que soient les métiers, on n'a pas le temps de se former, en fait. Hein. Moi, je suis fonctionnaire. On a les mêmes questions. Hein. Donc, pour autant, ce dont on est convaincus quand même tous, c'est que en 45 ans de travail, on ne peut pas vivre sur ces acquis de 5 ans de formation universitaire. Donc, encore plus dans un monde qui change. Donc, je dirais que l'enjeu pour nous, et ça a été rappelé par le directeur, c'est de voir comment les écoles d'architecture peuvent aussi devenir un plateau d'offres plus ouvert que ce qu'il n'est actuellement. D'une certaine façon, on a déjà des offres, hein, puisque les diplômes de spécialisation, ça peut aussi être à un moment des diplômes de formation continue. Faire bien comprendre que, en fait, il y a plusieurs façons de faire de la formation continue. Ça peut être retourner à l'école. On peut aller faire Chaillot, on peut aller faire le DSA de Marne. Ça peut être faire 2 jours de formation sur quelque chose. Enfin bref, tout ça pour dire que ça s'inscrit aussi dans une politique de management d'entreprise, une formation continue. C'est un droit des salariés, je m'excuse de le redire comme ça, et c'est un devoir des patrons, ça a été rappelé depuis 2016. C'est obligatoire de se former quand on est architecte, c'est pas juste un devoir, c'est une obligation, et vous devez rendre des comptes là-dessus. Voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on manage, je pense, son entreprise. C'est en se demandant vers où on emmène en formation soi-même et ses salariés, et comment on oriente du coup son développement. Ça a été rappelé, il y a des choses que vous n'apprenez pas dans les écoles d'architecture. On peut pas tout apprendre dans une école d'archi non plus. Hein. Il reste 45 ans pour apprendre des trucs. Donc, mais par contre, c'est une stratégie, et aussi une stratégie de formation. Merci. D'autres questions? Alors, il y en a 2, il y en a une devant et il y en a une derrière après. Florence Sauvino, architecte, j'ai fait l'incubateur cette année. Une question peut-être plus pour vous, Federico. Vous avez évoqué justement le fait que les facteurs de production n'ont pas été simplement couverts sous le triptyque marxiste capital, travail et technique, mais aussi avec la terre pour tous les services qu'elle pouvait rendre. Économiquement, ça a été identifié et en fait, il y a eu des phénomènes qui ont fait que ça a été internalisé au capital, mais au capital plus au sens économique du terme et non pas patrimonial. Est-ce que ce serait pas, sur la question du ZAN, une des logiques, vous, avec vos recherches, est-ce qu'on pourrait pas avoir un espoir de dire est-ce qu'un jour on n'aurait pas la terre comme une partie fondamentale de ce système de production et qui nous reconsidérerait ce rapport à la terre et qui pourrait peut-être passer de cette vision purement économique 2D à la vision 3D dont on parlait? Est-ce que c'est en cours? Est-ce qu'il y a des leviers politiques? Est-ce que ce ne serait pas des pistes? Oui, je pense que je suis complètement d'accord avec vous déjà. Je pense qu'il faut qu'on commence vraiment à travailler sur la profondeur de ces sols. Moi, je pense vraiment aux rencontres RPS qu'il y a eu lieu cette semaine à l'école, de lesquelles c'était un sujet quand même central, cette question de comment on intègre la terre, les sols agricoles au projet.
d'architecture et aux projets d'agriculture, aux projets d'urbanisme, d'aménagement des territoires. Il y a, si on veut retourner un peu sur les sciences économiques, quand même, depuis une trentaine d'années en France, il y a vraiment des tentatives de reterritorialiser l'économie, et ça c'est quelque chose qui a été fait, qui est très important. On s'ouvre de plus en plus vers un nouveau récit territorial, non? Pour reprendre les termes d'un économiste qui s'appelle Olivier Bouba-Olga. Et moi, je pense que ça, c'est un récit territorial dans lequel les sites d'activité productive doivent rentrer dans ce système complexe d'interconnexion. Et ça, je pense qu'absolument, c'est quelque chose de très important. Il y a toute une série d'agences qui aujourd'hui sont en train de travailler sur ça. Je pense au travail de l'agence Fabrique, par exemple, avec Pierre Janan, avec Urbanisme Agricole, qui donne des vraies pistes pour voir comment on peut intégrer la terre et les sols agricoles dans la planification du territoire. Aussi des expériences d'Atelier Georges, que je trouve très intéressantes, avec cette idée de géotechnique, quand même arriver à travailler sur la qualité des sols. Moi, je pense que les vrais risques du ZAN, c'est les faits qu'on le considère, mais je pense que c'était dit juste avant par Zoé, comme quelque chose de quantitative. Et là, on doit passer par contre au qualitative. Et je pense que c'est là les vrais changements qu'on devrait faire. Oui, effectivement, et comme l'architecture, l'économie est un produit culturel. Et c'est vrai que quand on regarde l'évolution de l'économie, elle suit les grandes découvertes scientifiques. La découverte de la gravité a influencé l'économie de l'offre et de la demande. C'est équilibré. Ensuite, quand on a découvert l'électricité, tout de suite, ça a été les marchés financiers avec une accélération très forte. Et maintenant, je pense qu'on arrive au moment où on parle d'écologie, qui, à mon avis, une des plus grandes, quand on arrivera à y comprendre quelque chose, parce que la pensée complexe, on n'y est pas encore, et on a encore du mal à recréer un milieu naturel qui produit suffisamment d'oxygène pour qu'on y vive. Par exemple, on a encore une connaissance partielle, même des sols. Et c'est vrai que là, l'écologie pourrait être, on va dire, la révolution scientifique dans sa connaissance complète qui pourra influencer l'évolution de nos outils économiques. Et j'espère, il y a beaucoup d'économistes qui y travaillent. Yann Moulier-Boutan, par exemple, qui faisait beaucoup le lien entre les abeilles et l'économie, et donc comment on pourrait revoir un petit peu ce système que l'on a et qui est un petit peu daté. Et donc ça, c'est vrai que c'est un des enjeux aussi. En école d'architecture, on peut pas tout entendre, mais en tout cas, faire du lien avec des écoles d'économie et des écoles d'architecture pour créer des formations continues, croiser tout ça. Et ça, je pense que c'est un peu un des enjeux demain, effectivement. Alors, une dernière question, et ensuite, je serai obligé de passer la parole à la suite. Merci. Oui, merci de me donner la parole. Sébastien Sordel, je suis élu local en Côte d'Or. Je me permets d'intervenir parce que, effectivement, en tant qu'élu local, le ZAN me parle énormément. En tout cas, on a toujours beaucoup à apprendre. Je pense que dans comment construire et surtout où construire demain, il y a un enjeu qui est très important au niveau des politiques locales, notamment dans la définition des documents d'urbanisme locaux, que l'on parte du PLU, du PLUI, du SCOT, le PETR, et tout ça sera géré par le SRADET. C'est des choses que nous maîtrisons relativement en tant qu'élus. Je ne sais pas quel est le niveau en tout cas de maîtrise de l'ensemble des architectes et notamment au niveau de la formation par rapport au SRADET, qui est quand même un élément essentiel. Mais mon intervention, et comme votre table ronde était orientée surtout du passage de la friche au projet, et on est souvent confronté à ça, savoir quels éléments et quelles formations vous pouvez bénéficier en termes de désimperméabilisation des sols et surtout, puisqu'on est sur des friches, souvent friches industrielles sensibles, sur la dépollution des terrains. Moi, je vais commencer à répondre, mais pas sur les questions de formation, mais parce que je pense que sur les questions des documents réglementaires, là, on est face à quelque chose qui est assez crucial parce que, à mon sens, on a beaucoup parlé de la densification des zones d'activité ou des friches, mais souvent, c'est des endroits qui peuvent être bloqués par les documents d'urbanisme, puisque les zones d'activité, les documents d'urbanisme sont restés sur un système de zoning, puisque même le document central du document d'urbanisme est un système de zoning avec des chiffres et des couleurs là, que tout le monde connaît. Mais tant qu'on sera dans ce système-là, je pense qu'on aura du mal à réellement intégrer le ZAN et la dimension que le ZAN porte. Parce que si on peut pas mettre du logement sur une zone d'activité, on continuera à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc sur ça, c'est pas forcément la bonne solution. Et là, je pense que c'est justement par l'intervention en amont, en étant AMO,
qu'on peut aider davantage les élus et les collectivités à faire évoluer leur document d'urbanisme pour aller vers des documents qui intègrent mieux le ZAN. Le ZAN, il s'applique très récemment, donc moi je pense qu'il faut un peu de temps, donc il faut laisser un peu de temps pour que tout le monde se mette dans la page. On n'a pas beaucoup de temps, je suis d'accord. Mais... Oui, sur des enjeux de formation, notamment que vous mentionnez, on présentait et présente sur cette table ronde Zoé Rimbaud de la chaire transition foncière qui, je pense, un des piliers de passer de la recherche à l'opérationnel et même de faire de la recherche par le projet et de donner à connaître, transférer la connaissance qui est en train de se construire, notamment sur la désimperméabilisation. On a eu une journée d'études très intéressante de la chaire il n'y a pas si longtemps, où justement l'enjeu c'était déjà de quel mot on parle quand on veut désimperméabiliser. Ça veut dire quoi? C'est pas seulement laisser passer l'eau. Quel milieu naturel on restaure? Est-ce qu'on restaure un milieu naturel qui était là avant, mais comment on le qualifie? Comment on arrive à connaître avant qu'il soit imperméabilisé? Des enjeux donc déjà de vocabulaire. Il y a eu notamment toute une présentation avec la première bourse CIFRE d'une thèse qui est dans le cadre de la chaire transition sur ces enjeux-là, de manière très concrète. Et donc je pense que en multipliant ces journées d'études où tous les élus sont invités, il y avait beaucoup d'élus notamment qui étaient présents, pour pouvoir transmettre la connaissance la plus près de là où elle se crée. Je pense que c'est donc et à mieux la faire connaître. La prochaine journée d'études, ça sera plutôt octobre-novembre et ça sera à l'EIVP, à l'école d'ingénieurs de la ville de Paris. Mais en tout cas, on pourra transmettre les programmes à tous ceux qui sont inscrits ici à Pouche pour que vous soyez au courant et n'hésitez pas à venir sur nos sites internet régulièrement pour voir un peu ce qui est possible. Et bien sûr, quand on parle de formation des élus, on pense tout de suite aux chambres des élus, le Sénat qui est un lieu important de représentation des élus dans notre territoire. Et c'est vrai qu'on travaille aussi avec tous les relais qui nous permettent de toucher au mieux et les différentes fédérations, associations d'élus à l'échelle nationale qui peuvent être toutes les DRAC aussi qui sont présentes sur le territoire, qui sont vos interlocuteurs, les CAUE. C'est quelque chose de collectif qu'il faut bâtir collectivement et pour que l'information passe et que les formations soient le plus adaptées aux besoins réels. Parce que pour changer, on a peu de temps, il faut tous qu'on avance le plus possible. Bon, en tout cas, merci pour cette table ronde. Je remercie tous les participants et le public. Et je laisse la parole du coup à Mathieu sur les règles du jeu du speed dating qu'il y aura entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre aujourd'hui et demain. Merci à tous.